Bonjour, bonjour. Et voilà. Et c'est comme ça que ça commence. Ok, Et on stylé. s'installe et voilà, on y est quoi. Trop bien. Le petit podcast des colocs finalement. C'est pas mal. On est quel jour juste parce que 15 juin, c'est quelque chose, c'est une date dont je vais me rappeler. Parce que voilà, c'est quelque chose qui est pas très naturel, je dirais. Tu sais, faire un podcast comme ça, mais super intéressant. T'as jamais fait des Euh, trucs comme ça? Jamais fait, mais j'aime bien regarder les podcasts et écouter ce que les gens racontent. Et c'est intéressant. C'est intéressant à. Comment dire? Tu sais, tu me connais, j'aime bien tester les choses que j'ai jamais fait avant. Et là aussi, enfin, il y a un petit excitement. T'aimes bien faire des Euh, nouveaux trucs. ouais, T'es un peu ouais. un yes man. Tu te dis jamais non à un truc qu'on te propose. Si Euh, t'es dispo, si je suis tu dispo. testes. Toi, t'as mis ton t-shirt corporate pour le podcast. T'as fait exprès ou pas? Je t'avoue, j'ai pas fait T'as pas fait exprès. exprès, ok. J'ai pas fait Ah, exprès. mais c'est celui de cette année. Ouais, c'est celui Tu veux expliquer vite de. fait pour. Ouais, alors, je m'appelle Ruslan. Voilà, pour ceux qui me connaissent pas. Ah, pardon, je sais pas, je sais pas pourquoi je regarde la caméra, il faut que je te regarde Ouais, t'es pas toi. obligé. Si tu veux, si t'as envie de t'adresser vraiment, tu peux Ouais, faire, tu fais ce que tu veux. Hein. ok. Donc voilà, Ruslan, voilà, j'ai 26 ans et je suis consultant. Donc je fais partie de ce cabinet de conseil où on a la chance de participer, d'assister à un événement une fois par an. Un événement où enfin, voilà, c'est à peu près 300 personnes qui sont regroupées, qui sont mis dans un seul endroit. On fait plein d'activités sportives, on fait plein de soirées, on dort pas beaucoup. On est toujours entouré par, tu sais, comme on fait plein d'activités sportives différentes, ils nous mettent à chaque fois dans les groupes différents. C'est random sur chaque activité, chaque Ah, tu exercice. choisis pas ça. Tu choisis pas, tu te retrouves, enfin, tu choisis juste une option. Tu as deux options. Tu as une option assez, comment dire, hard, donc une option sportive avec beaucoup de mouvements difficiles, et une option plus calme. Donc, encore une fois, tu choisis ton option, comment tu veux passer ce week-end, mais ensuite, les groupes dans lesquels on va te mettre, c'est complètement random. Et ça permet de rencontrer plein de gens, mais par contre, à l'issue de ces 3 jours, ta batterie sociale, Ouais. enfin, il faut la recharger, quoi. Est-ce que tu dirais que les liens que tu crées potentiellement pendant ces jours-là, ils Mm. restent après, ça change un truc dans la dynamique de l'entreprise? Ouais, je pense que c'est. Tu penses que c'est de l'argent bien investi pour eux? Oui, non, non, c'est sûr que et c'est beaucoup d'argent. Mm. C'est sûr que ça crée des liens. Et oui, moi, par exemple, comment j'ai trouvé ma mission actuelle, c'est grâce au fait que j'ai rencontré pas mal de gens lors du dernier séminaire, dernier week-end qu'on a fait à Souston, juste au-dessus de Biarritz. Et tu rencontres des gens et bien sûr, il faut faire attention, on est dans le monde corporate, il faut pas se bourrer la gueule, enfin, tu peux te bourrer la gueule, mais fais attention quand même à tes actions. Il faut Mais ça fait quand même rester... partie, non? Il Par faut... Il exemple, ce faut... truc-là, l'alcool, c'est pas du tout découragé. Ça fait partie un peu de la culture, non? Du Ouais, week-end ouais, et tout? ça fait partie de la culture. On a un alcool, on a un cocktail de l'entreprise. Ouais, donc quand C'est même. le Long Island. Donc, c'est un cocktail dans lequel il y a plein d'alcool mélangé. Euh, et ouais, non, non, les gens se bourrent la gueule, mais il faut rester raisonnable quand même. Mais Ok. c'est super Faut intéressant. garder la face, quoi. Hmm. Donc voilà. Et tu retires quoi de ce week-end-là? De ce week-end, Parce que là, du coup, c'est tout frais, là. C'était juste ce week-end. ce que je retiens de ce week-end, c'est que, bah, tu sais, c'est super intéressant de Parce qu'en vrai, ça peut, voir ça peut ça. paraître banal, un week-end. Enfin, tu dis, voilà, c'est du team building, un truc Ouais. d'entreprise et tout. Mais en vrai,
Je pense que tout le monde a pas forcément l'opportunité de vivre ça. Il y a pas ça dans toutes les entreprises non plus. Non. Et les gens participent pas forcément. Mm. Et donc là, vous avez quand même fait plein d'activités, fait plein de trucs. Enfin, c'est une sorte de situation sociale un peu bizarre dans laquelle tu te retrouverais pas forcément de ton plein gré. Écoute, on a déjà eu cette On en discussion a parlé un peu, ouais. quand aussi il y avait Alice qui était là. Mais je vais quand même me répéter. Bon, bref, pour le podcast. Moi, je trouve que c'est super intéressant, tu sais, quand t'as plein de personnalités, plein de cultures, plein de gens, plein de regards qui sont mis dans un seul endroit et sont un peu forcés forcés, hein, je mets entre guillemets, sont forcés à, tu sais, à se socialiser. Je dis bien sociabiliser. À sociabiliser. Oh, voilà, exactement, merci. J'arrive pas à le répéter. Je suis étranger. C'est très intéressant parce qu'il y a certains qui vont se mettre plutôt en avant, certains qui vont se mettre plutôt comment dire, ils vont être réservés. Certains qui vont pouvoir, qui vont vraiment, comment dire, cartonner en termes de small talk, en termes de rencontrer plein de gens, en termes de, oui, on est les meilleurs sur les activités, parce que tu sais, en parallèle, chaque activité, il y a un certain ranking. Donc il faut que c'est vrai, il y a des classements. Ouais, il faut que tu marques des points. Ça me rappelle quand j'étais au collège, il y avait un truc qui s'appelait le défi des quatrièmes. Et du coup, tu sais, il y avait un voyage tous les ans, enfin, de la 6e à la 3e, qui était toujours le même par niveau. Et en 4e, c'était un voyage où le seul but, c'était de faire plein d'activités. Il y avait 6 classes différentes, donc 6 quatrièmes. Et on était classés à chaque fois. Moi, j'étais dans la classe musicale, qui était toujours la dernière. Et c'est un peu le même truc. C'est un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre, non ? Non, bah écoute, moi j'étais Toi, t'aimes bien ? J'aime bien, je suis toujours parmi les derniers, mais ah ouais, on est parmi les derniers parce que tu sais, on est à la chill, on arrive, on est là pour profiter, quoi. J'aurais dit que t'aurais un petit côté compétiteur. Pourtant. Non. Tu sais, il faut savoir où mettre son énergie. Et là aussi... Mais tu peux avoir ça, non ? Oui, comment te dire, pas... Enfin, je sais, j'ai déjà connu, j'avais des amis qui étaient, tu sais, c'était des mauvais perdants. C'était des gens qui cherchaient de la compétition dans tout et rien. Et c'était tellement rigolo de voir ça. Bref, je pense que c'est tu sais, tu t'ajoutes de la tension, de la tension qui est pas nécessaire. Mais voilà, donc t'as tout. J'imagine que du coup, il y a des gens dans l'entreprise pour qui c'était, qui se prenaient au jeu, enfin pour qui le classement était. Ah oui, il y a énormément de gens qui jouent le jeu jusqu'au bout. Mais ça fait un peu, justement, enfin je te parlais des trucs du collège parce que justement ça me paraît un peu drôle de voir ça dans une entreprise. Ça fait un peu cours de récré, quoi. Ouais, est-ce qu'il y a un statut, une certaine cote de popularité associée à ça? Qu'est-ce que tu veux dire par genre, ça ? est-ce que les gens, par exemple, qui vont gagner beaucoup, enfin, qui vont être bien classés, etc., vont un peu gagner en popularité quelque part? Est-ce que, justement, il y a un parallèle à faire avec l'école? Où la notion de popularité et la jungle sociale, en quelque sorte, est très importante. C'est une très très bonne réflexion. Je trouve que... je comprends pas les gens, tu sais, qui disent ah oui, mais toi, tu traînes beaucoup avec les gens de ton travail. Pourquoi? C'est que le travail. Mais en fait, pour moi, le travail, c'est juste une autre institution de société. Comme c'était l'école. Et tu sais, nos meilleurs amis, on les a retrouvés à l'école. D'ailleurs, il y a plein de couples qui se font au travail, etc. Exactement. Travail, école, université. Et tu penses que c'est mal vu en France de traîner avec ses collègues? Enfin, de pas avoir de pas séparer les deux. Je pense que ça dépend des milieux. Dans les milieux où je vis, c'est pas mal vu. On est tous, tu sais, on est des collègues, mais avec certains, on a pu créer des liens. On est devenus potes. Mais pour moi, oui, le travail, c'est juste une autre institution
où tu retrouves des gens qui ont parfois à peu près la même vision du monde que toi, des gens qui sont complètement à l'opposé. Tu peux trouver des amis, tu peux trouver des ennemis. C'est juste, tu sais, c'est une bulle, c'est une communauté où il y a plein d'individus qui essayent d'exister ensemble. Et donc, si on revient à ta question, la question de popularité. En fait, je me demandais, tu vois, pourquoi il y a tout ça et pourquoi ça reste important pour certaines personnes. Et je pense aussi, si on prend un peu de recul, une des raisons, un des trucs intéressants dans la conversation là qu'on est en train d'avoir et qu'on va avoir, c'est la différence de nos milieux. Tu vois, le milieu corporate et juste les métiers classiques, entre guillemets, ou travail de bureau, c'est des milieux qui sont très étrangers pour moi. Et donc, j'essaie de comprendre tu vois, comment ça marche et à quoi ça ressemble de travailler dans une entreprise, aussi de s'épanouir dans une entreprise. Parce que j'ai aussi beaucoup d'exemples de gens qui ont des travails comme ça qui leur plaisent pas. Et toi, ça a l'air de plutôt t'épanouir quand même si évidemment il y a des moments difficiles. Et ouais, c'est intéressant pour moi d'essayer de comprendre ça. Et je pense pour d'autres personnes qui sont dans des milieux complètement différents. Tu vois, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens parmi qui peuvent écouter ce podcast qui sont des musiciens. À la base, c'est plutôt des musiciens. Après, il y a des gens que je connais pas du tout et j'ai aucune idée de ce qu'ils font. Mais tu vois, pour des gens comme ça, je pense que c'est vraiment, tu vois ça de loin et tu comprends pas vraiment comment ça marche. Tu peux te dire que tu peux même avoir un certain mépris vis-à-vis de ça, ou en tout cas un certain recul, enfin, tu vois. Je réfléchis comment je peux structurer ma réponse. Mais en gros, je trouve que c'est assez simple. Tu sais, le monde corporate, c'est la vie. Il y a certaines règles du jeu qu'il faut essayer de suivre. Il y a certaines limites, certaines barrières que tu peux pas surpasser. Certains codes, bien évidemment. Et ça, quand tu es consultant, tu sais, quand on t'envoie chez un client ou chez un autre, tu vas devoir, tu dois arriver avec une bonne posture, avec une curiosité cette curiosité qui va te permettre de vite comprendre qui est ton client, vite comprendre quelles sont les problématiques de ton client et vite, tu sais, s'ajuster à son besoin, à ses codes. Voilà, donc c'est... Le monde corporate, en tant que consultant, tu dois être un peu comme un caméléon. Tu dois vite t'adapter à l'environnement, mais aussi essayer de garder sa personnalité, tu sais, ce que tu es. Ça, c'est pas facile. Moi, oui, ça m'est arrivé de me retrouver à faire des choses, tu sais, chronophages que je voulais faire, que je voulais pas faire. Mais bon, tu sais, dans la vie, je pense que sur 100% de notre temps, si on fait sur les 100% de notre temps ce qui nous plaît, déjà, je pense que ça n'existe pas. Et si ça existe, si certaines personnes arrivent à le faire, je suis curieux d'apprendre ce que ces gens font. Je pense que vraiment, tu sais, comme il y a une certaine courbe, tu sais, au début de ta vie, tu prends des hard decisions. Et ces hard decisions, ils vont t'amener à une vie plus simple dans le futur. Donc c'est pourquoi moi j'essaie aujourd'hui prendre
faire ce type de tâches chronophages, être sur les projets difficiles. Mais pardon, je suis un peu, je me suis éloigné de ta question. Donc il y a des règles, mais tu sais, par exemple, moi j'ai fait Sciences Po. À Sciences Po, il y avait aussi certaines règles. Donc comme Sciences Po est assez connu pour être assez, enfin sur la courbe là, Sciences Po est assez à gauche. Tous ceux qui avaient des réflexions plutôt à droite, ils étaient mal vus. Quand ils voulaient ils étaient, comment dire, quand ils voulaient s'exprimer, ils étaient vite exposés à l'énervement et un peu la colère des autres. Il faut s'adapter à son milieu dans lequel tu vis, mais garder sa personnalité. Ça, c'est un peu ce que j'en retiens. Après, en parlant des personnalités, il y a certains... on est tous, tu sais, quand on est dans la société, on veut être populaire, on veut avoir de bonnes relations avec tout le monde. Ça, c'est très intéressant. Et moi, j'essaie de, en fait, tacler aujourd'hui cette problématique, ce sujet. Comment réussir, tu sais, à plaire, comment réussir à avoir de bonnes relations avec des gens, mais aussi comment réussir à entrer dans le conflit et mener le conflit, parce que ça aussi Donc tu penses que le conflit est inévitable ? Conflit, il est évitable, mais en fait, conflit, c'est voilà, dès qu'il y a un conflit d'intérêt, voilà, il y a un conflit. Il faut que soit quelqu'un cède, soit quelqu'un, je sais pas, soit il faut trouver un consensus, soit il faut que quelqu'un, voilà, se plie. Je ne sais pas, je suis pas, tu vois, aujourd'hui j'ai vraiment envie d'apprendre plus de, comment dire, j'ai envie d'apprendre comment négocier, comment entrer dans le conflit, comment discuter, comment se disputer. Je trouve que ce sont des éléments nécessaires dans n'importe quelle communauté, société, n'importe quel secteur d'activité. Parfois savoir, tu sais, dire non, parfois savoir entrer dans le conflit, ça montre que tu es une personnalité, que tu es une personne, tu sais... que tu as une personnalité. Voilà. Enfin, en tout cas, que t'es pas... que t'es pas tout mou, que tu as quand même certains principes que tu vas Exactement. pas abandonner... tu vas pas te métamorphoser en fonction de la personne que tu as en face de toi. Parce que des gens comme ça, c'est très désagréable. Non, il faut savoir choisir le bon moment. Moi, j'ai connu des gens qui étaient très très rudes, qui cherchaient un conflit avec tout le monde. C'est hyper désagréable de travailler avec ces gens-là. Et voilà, je pense que ce qui est important, c'est tu sais, il faut trouver son énergie et essayer de propager cette énergie, faire en sorte que les gens qui sont autour de toi, ils sont contents de travailler avec toi, d'être avec toi. Mais après, dès qu'il y a un conflit d'intérêts, il faut jamais hésiter à se manifester, à s'exprimer et voilà. Donc trouver un équilibre, un certain équilibre. Après, en parlant de l'équilibre, on dit assez souvent que voilà, il faut trouver cet équilibre, vie pro, vie perso, et on imagine une balance. Pour moi, et j'ai regardé voilà, un autre podcast il y a pas longtemps, je sais plus qui c'était, mais la personne elle a donné cette analogie que j'ai adorée. C'est qu'en fait, quand tu sais, quand tu vis, en fait, il faut pas trouver un équilibre. C'est comme si tu jonglais, tu sais. Et tu as différents sujets voilà, qui passent par tes mains. Et quand ils passent par tes mains, tu as un certain moment, t'as, je sais pas, une milliseconde pour donner de l'énergie à chaque balle
Et la passer, tu sais, et la passer. Et en fait, c'est comme, et c'est dans la vie, je pense, que c'est comme ça. On traite, tu sais, plein de sujets perso, pro, autres. Il faut juste, au bon moment, tu sais, avoir comment dire, avoir la vision sur tous les sujets, bien identifier à quel moment, quel sujet a besoin de ton attention et ton énergie, prendre ce sujet, donner de l'énergie, faire avancer les choses, et ça tourne. Voilà. Donc voilà. Et je sais pas, est-ce qu'on peut revenir à tes questions parce que je suis parti un peu loin. Ouais, mais c'est pas grave. Enfin, les questions, c'est pas, Ok. c'est pas vraiment ce qui est important. Ce qui est important, c'est où nous mène le fil de la conversation. Hmm. Il n'y a pas de cadre, on s'en fout. Ok, top. On s'en fout complètement. Je sais même. Enfin, ouais. J'ai l'impression que ça, c'était aussi quelque chose. Cette question de l'équilibre vie pro, vie perso, qui était parfois mal vue par des gens autour de toi. Ou en tout cas, peut-être en France. Ouais, non, c'est. Ça t'est arrivé de te faire juger pour ça parce que à des moments où tu travailles beaucoup. Oui, je crois. Hein. Je crois que c'est pas. Enfin, comment dire, c'est pas une question tabou, mais c'est un peu c'est un peu un sujet euh, qui préoccupe beaucoup de gens, je pense, en France. Trouver cet équilibre, vie pro et perso. Moi, c'est une question que je me pose aussi en ce moment. Je me dis. Et les progrès en IA font partie aussi de ça. Mm-hmm. Je me dis, est-ce que là, pour vraiment avancer dans ma vie et mener à bien mes projets, mes différents projets, est-ce que c'est faisable en ayant une vie quand même équilibrée et en jonglant entre plusieurs trucs et en ayant une vie personnelle développée sans trop sacrifier mes relations et mon hygiène de vie, etc. Ou est-ce qu'il y a un passage obligé de plusieurs années où tout passe après le travail? Et je me demande, et là où l'IA intervient, c'est que ça nous permet, et ça va nous permettre de plus en plus, un effet de levier très grand. Utiliser les IA à bon escient, genre les agents IA, etc. Est-ce que ça pourrait augmenter les chances que je puisse mener à bien tous mes projets sans sacrifier tout ça, tu vois? Tu réfléchis à ça aussi? Enfin, toi, tu as l'air d'avoir fait ton choix, clairement. En tout cas, d'avoir choisi l'option du grind. Écoute, c'est comme, tu sais, on est encore au début de nos chemins. C'est un peu difficile à dire. J'aurais préféré, tu sais, demander aux gens tu sais, aux gens qui ont plus d'expérience, peut-être comment eux, ils ont vécu ces années, comment ils ont réussi, comment ils ont percé, comment ils ont... J'ai l'impression que c'est comment très ils rare se... des gens qui ont vraiment percé, qui ont vraiment réussi sans des sacrifices majeurs. Tu penses que, ok, tu Je penses sais que pas si la j'ai réussite, ça va avec la souffrance, on peut dire, ou pas? Ça, En je ne tout sais cas, j'ai pas. l'impression que quand tu vois des gens qui ont réussi, entre guillemets, là, je parle de... Pour être un peu moins flou, je pense que je parle principalement de réussite financière. En tout cas, qui sont arrivés à un niveau de liberté financière. Tu vois. Mon objectif, c'est pas forcément d'être richissime, mais c'est juste de gagner ma vie avec un truc qui a du sens, qui me plaît et qui génère suffisamment d'argent pour que j'y pense, pour que je pense plus à l'argent. Et j'ai l'impression que quand tu vois des gens qui ont réussi selon ces critères-là, qui à côté ont l'air d'avoir du temps pour leur famille, pour des hobbies, qui ont l'air de pouvoir gérer leur temps un peu comme bon leur semble, souvent c'est parce qu'avant il y a eu 5-10 ans
où il travaille tout le temps. Et qu'au bout d'un moment, tu peux lever le pied. Une fois que tu as atteint un certain niveau, je pense que tu peux lever le pied, ça c'est sûr. La question, c'est est-ce que tu peux atteindre un niveau de succès satisfaisant, gagner assez d'argent pour... Après, le seuil, tu vois, il est différent pour tout le monde. Hein. Selon tes intérêts, selon ta personnalité, tu peux être content avec... c'est pas forcément des sommes astronomiques. Mais en tout cas, c'est une question à laquelle j'ai pas encore répondu. Et je sais qu'il y a certaines choses, par exemple, ma santé, je suis vraiment très peu enclin à la sacrifier. Je pense que ça, j'ai du mal à pas le faire passer en premier parce que c'est vraiment ça me paraît complètement pas logique du tout. Après, il y a la question des relations, tu vois, de garder du temps pour tes amis, pour les relations romantiques, pour la famille, pour t'aérer, pour respirer, pour être inspiré, pour s'ennuyer. Non, écoute, cette question d'équilibre, encore une fois, hein, je pense que c'est plutôt la question d'être un bon jongleur. Voilà. Et effectivement, il faut... donc on a cette ressource qui est très limitée, le temps. Et il faut toujours avoir en tête, peu importe sur quel type de sujet pro tu es, il faut toujours réussir à accorder assez de temps à ta famille, à tes amoureux, à tes amours, au sujet qui te passionne. Et dans tout ça, je pense qu'il y a la notion d'énergie qui est très importante, mais non seulement l'énergie que tu donnes, mais aussi l'énergie que tu reçois. Parce que tout ça, enfin voilà, là je pense qu'on est en train de faire ce podcast, tu vois, moi j'ai jamais fait ça, hein. Je suis sûr que on va le faire, je vais être, tu sais, excité, les yeux ouverts, les yeux qui brillent, parce que tu vois, j'ai reçu quelque chose. Et oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux dire aussi que tu as besoin de tout ça, de tout ce qu'on appelle la vie perso, aussi pour être plus efficace dans ta vie pro, enfin que ça se nourrit les deux. Effectivement. C'est pourquoi moi, parfois, tu sais, l'agenda il est si chargé, c'est que tu sais, je cours à droite à gauche, mais je suis pas fatigué. Je suis pas fatigué parce que j'ai fait plein de trucs au travail. En plus, j'essaye de rencontrer plein de monde. Je prends des cafés, je mange avec des gens, je discute avec des gens super intéressants de partout. Pas que au travail. Ou principalement au travail. Ouais. Non, les gens, par exemple, pendant les heures de travail, c'est des gens que je retrouve au travail, mais avec qui peut-être je bosse pas. Tu sais, c'est des gens juste. Tu peux parler de trucs rien à voir. Ouais, on parle de tout et de rien. Et t'arrives à voir un peu des amis dans la semaine quand même? Ou pas trop, c'est plutôt divisé quand même? Ça dépend. J'arrive. Et il y avait des moments où tous les soirs, après le travail, je voyais des potes. Et ensuite, je revenais, je continuais à bosser. Mais j'avais l'énergie. Et donc l'autre sujet, c'est la question de, voilà, pour réussir, il faut souffrir. Souffrir. Suffer. On pense à ça souvent quand on pense à travailler. Tu vois, qu'est-ce que c'est travailler? Souvent, il y a cette notion de souffrance qui revient. Enfin, si c'est pas un peu difficile, c'est pas vraiment du travail. Je pense que la notion de souffrance, enfin, la souffrance, elle doit y être. Tu penses? Bah, écoute, regardons tous les champions des Jeux Olympiques, les champions du monde, des sports comme foot, basket, n'importe quoi. C'est des gens qui ont dédié leur vie à une chose. Mais pourquoi ça devrait se transposer aux non-sportifs?
Parce que c'est à peu près, comment te dire, Parce que ça paraît évident qu'un sportif doive souffrir pour atteindre le plus haut niveau. Je pense que c'est effectivement la seule possibilité. Mais pourquoi il faudrait que ce soit le cas pour des gens qui font complètement autre chose? Sport, encore une fois, c'est un exemple. Mais je pense que pour être bon dans n'importe quel travail que tu fais, ça peut être sport, ton travail, ça peut être ton travail en tant que musicien, ça peut être ton travail en tant que prof de yoga, en travail en tant que consultant. Je pense que pour réussir, il faut investir du temps. Parfois, il faut se tromper. Quand on se trompe, ça fait mal. Quand les gens nous jugent parce qu'on s'est trompé, ça fait mal. Et je pense qu'il faut avoir traversé, avoir surmonté tout ce type d'obstacles, tu sais, regard des gens d'extérieur, jugement, difficulté, difficulté à comprendre parfois certaines choses, difficulté à acquérir une nouvelle compétence. Mais si on continue à pousser, c'est un peu mon mindset, c'est que tu sais, je me prends en mur, ça fait mal, le nez qui saigne, ok, il y a une autre porte à côté. Donc, je pense que ça, c'est une grande clé, la résilience. Exactement. La capacité à pas passer des heures à te plaindre ou à repenser à ce qui s'est mal passé, à se dire que c'est injuste. Exactement. On s'en fiche des erreurs. Tout ça, c'est juste un terrain d'apprentissage. Et toutes les erreurs, ce sont des leçons. Si on est des génies, on apprend sur les erreurs des autres. Si on est intelligent, on apprend sur nos erreurs. Et bah, si on n'apprend pas sur nos erreurs, ni sur les erreurs des autres, on est con. Bah là, je suis désolé, mais j'ai de la peine pour ces gens. Mais il faut toujours, tu sais, introspection, réfléchis à ce que tu as fait, réfléchis comment faire, comment améliorer ce que tu as fait la prochaine fois. Et bah du coup, et voilà. Donc, c'est pourquoi moi je vois pas de, tu sais, je me plains pas, je vois pas de problème dans pour moi c'est pas problématique. Aujourd'hui on est dimanche, j'ai dû travailler un petit peu, et là après ce podcast je vais devoir encore faire quelque chose, mais c'est intéressant. Ça fait mal, c'est mon temps perso, c'est mon temps libre. Mais oui, ça fait mal, quoi, tu vois. c'est mon temps libre, mon temps perso, mais je vais pas, comment dire, là, comment je te le dis, j'ai pas envie je me plains pas. Je sais qu'aujourd'hui, c'est des heures, c'est un investissement dans le futur. Voilà. Tu penses que c'est vrai le cliché selon lequel les Français se plaignent? Ouais, les Français se plaignent beaucoup, mais c'est votre culture, et c'est normal. Et c'est pourquoi vous n'avez pas de problème à aller manifester, à exprimer votre colère. Moi, franchement, j'admire ce courage et cette culture, parce que de là d'où je viens, on a plutôt tendance à se plier se plier sous le tsar, l'écouter aveuglement, le suivre aveuglement. Et voilà où ça nous est amené. Bref. Donc, faut arriver à trouver quand se plaindre. Pas facile. Non, je pense que... Parce que, tu sais, quand tu te plains, c'est aussi... pourquoi on dit assez souvent, tu sais, c'est très important comment tu vas appeler ton bateau. Et c'est vrai, je savais pas ça. Bah, tu sais, t'appelles ton bateau et en russe, on a une expression,
la façon dont tu vas appeler ton bateau, ça va un peu prédéfinir son chemin. Tu sais comment il va naviguer, etc. Ah oui. Et du coup, en fait, si on dit, enfin, tu sais, si on parle tout le temps, oui, je suis fatigué, tu sais, Ça te conditionne. ça te conditionne de ouf. Mm. Je suis fatigué, c'est trop difficile, il y a quelque chose qui va pas, ça va pas. On s'en fiche. Souris. Si ça va pas vraiment, si tu es dans un environnement toxique, je pense qu'il y a, comment dire, il y a des façons, il y a des façons à identifier un environnement toxique. Sors de là. Mais sinon, tu souris, tu te bats pour ton futur, pour ton aujourd'hui. Tu dis que tout va bien se passer. Et tout va bien se passer. Vraiment, moi, il y a pas de miracle. C'est juste l'énergie qu'on donne. Et si on donne de l'énergie positive dans l'environnement qui nous entoure, on va recevoir la même chose. Tu sais, il y a aussi la Je notion suis d'accord. d'opportunité, de chance qui... Je suis complètement d'accord. Voilà. Et je pense que ça, c'est un... Tu vois, tu l'as exprimé à ta façon selon ton expérience. Et donc, je pense qu'aussi, c'est ce qui rend ce que tu viens de dire pertinent et qui va peut-être résonner avec certaines personnes. Mais dans le fond, tu retrouves ça dans beaucoup de religions. Ouais. L'importance du sacrifice et de... Tu vois, je te parlais tout à l'heure du fait de ne pas prier en public. Ouais. Tu vois, il y a l'histoire de Job dans la Bible qui nous montre l'exemple d'accepter l'injustice la plus profonde sans rien dire et de toujours maintenir sa foi dans l'adversité, même si ça n'a aucune justification, de jamais se rebeller contre Dieu. Comme Caïn l'a fait tu vois, dans la Genèse. C'est une des notions fondatrices du bouddhisme d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Tu vois, c'est ça. C'est plein de façons de dire tout ce que tu viens de dire. Je pense qu'il est très vrai. En fait, tu peux voir ça comme un acte de foi, mais tu peux aussi le prendre de façon complètement laïque et pragmatique. Te dire, de toute façon, c'est la chose la plus logique à faire, d'avancer, de te relever le plus vite possible et d'utiliser ton énergie mentale limitée uniquement à ce que tu peux changer. C'est ça. Et puis, tu sais, ne pas perdre le temps à réfléchir à ce qui s'est passé. Ça, c'est quelque chose que j'apprends aujourd'hui. Mais des fois, c'est utile d'analyser comme tu disais, pour apprendre de tes erreurs. Oui. Quand est-ce que tu dois pas faire ça? Ça dépend de l'attitude, de ton attitude envers ce que tu as vécu. Oui, des fois, tu peux vouloir te complaire dans le passé pour te placer dans un rôle de victime. Non. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Tu l'analyses, tu apprends sur ce que tu as vécu, mais tu n'entres pas dans la boucle. Tu sais, par exemple, merde, j'ai fait une erreur. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois, tu vois. Ça nous est tous arrivé. On fait quelque chose. C'était de la merde. En général, quand tu fais ça, c'est qu'il y a déjà une croyance sous-jacente. Par exemple, croyance très courante et très simple, je suis une merde. Dès que tu rates un truc, il y a une partie de toi qui va vouloir utiliser ça pour renforcer cette croyance et tu rentres dans la boucle de je suis une merde. Mais si tu arrives à reconnaître que c'est un schéma, tu vois, c'est des principes très très basiques de psychologie, c'est là où tu commences à avancer. Tu peux commencer à discerner. Effectivement. Donc vite rebondir et en fait ne pas perdre le temps à être dépressif, à se dire je suis pas si bon comme je le croyais. C'est voilà. En même temps, des fois, on n'est vraiment pas bon et il faut l'accepter. Enfin, dans certains domaines, hein, évidemment, tout est relatif. Non, c'est... Des fois, il faut l'accepter pour pouvoir progresser. Parce que des fois, il y a aussi le schéma inverse où
on veut pas accepter qu'on est mauvais. Et du coup, on peut pas progresser puisqu'on ne part pas du vrai point de départ. Enfin, on n'est pas conscient de notre vrai niveau, donc on prend pas des actions suffisamment simples, on met pas la barre suffisamment basse pour vraiment progresser. Mais ça, je pense que ça arrive aux gens qui ont comment dire, qui sont orgueilleux, peut-être. Orgueilleux, oui. Moi, j'ai de la chance de ne pas l'être. Et tu dirais que toi, t'as plutôt le biais inverse? Ouais, je dirais que je suis plutôt à l'inverse. Après, j'aime bien être populaire, hein, mais comme nous tous. Hein. Mais j'ai pas, tu sais, quand quelqu'un va me dire ah oui, tu fais si bien ça, je dis ok, on se calme, on verra après. Mais dans ce cas-là, tu sais, quand t'es orgueilleux, il faut... c'est difficile, mais il faut peut-être demander du feedback, tu sais, de l'extérieur. Hein, parce que si vraiment tu penses que t'es si bon dans ce que tu fais, demande du feedback et les gens, ils vont te recentrer un peu. Ils vont te baisser de ton petit nuage. Je pense que ça finit toujours par se faire naturellement. Je pense que ça finit toujours par se faire naturellement, ce feedback, même si tu le demandes pas. Ok. Non, tu penses pas que les gens se font remettre à leur place quand même par les autres. Par les autres. Si t'es bien intégré socialement, que t'as un travail, etc. Tu vois, que t'es pas complètement un électron libre. Ouais. C'est possible. Après, c'est un bon conseil de toujours de demander. C'est même un truc qu'on fait pas si souvent, de demander aux autres. C'est un peu bizarre, mais de demander aux autres ce qu'ils pensent de nous. Tu penses qu'il faudrait faire ça? Demander aux autres ce qu'ils pensent. Dire par exemple, je sais pas, de demander aux personnes les plus proches de toi, dis-moi les 3 choses que je devrais améliorer, que je fais pas assez bien. Je trouve que c'est hyper dur. Hein. Moi, je sais que j'ai encore du mal à... Moi, je pense que je vais me noter. Tu vas te noter? Tu veux qu'on essaie de faire ça? Bah écoute, ouais, on peut le faire. Je fais ça assez souvent au travail. Et tu sais faire, il faut juste transposer. Ouais, mais on fait ça au travail, tu sais, tu fais ça au travail par rapport à ton travail, par rapport à ta posture parfois. Oui, c'est pas toi-même qui te... ta personne, ta personnalité qui te fait juger. Après, ouais, dans la vie perso, c'est un peu différent, mais on peut se noter ça et faire ça un moment, si tu veux. Ouais, carrément. Peut-être pas là, sur les caméras. Non, ça, c'est un truc perso. On pourrait éventuellement partager certains éléments de ça, mais ça reste perso, globalement. Ouais. Non, mais je pense que c'est déjà un truc difficile à faire, donc en plus le partager publiquement, c'est peut-être un peu too much. Non, là, on n'est pas... Comment dire? On n'est pas... Là, c'est pas en podcast, on fait des trucs... un peu... comment dire? C'est assez sensible, tu sais, tout ce qui est feedback personnel, et ça peut blesser. Ouais. Et non, il faut avoir un certain niveau d'intimité qui s'est établi entre les deux. C'est quelque chose qui peut se faire quand même au sein d'un couple. Non? Ouais, je pense. Qui se fait plus naturellement, plus couramment. Bah écoute, moi franchement, je me note ça et c'est un très très bon exercice. Et je pense que là, j'ai réfléchi, je pense que j'ai déjà un peu fait ça naturellement avec certains amis et en couple. Mais jamais à une échelle un peu plus large. J'ai jamais fait ça avec des gens qui sont pas hyper proches. Ouais, à méditer. Non, c'est... Enfin, en tout cas, tu sais, c'est super important de recevoir les feedbacks. C'est ce qu'on nous apprend dans le conseil. Toujours. Demander des feedbacks et analyser ces feedbacks et, tu sais, devenir meilleur. Enfin, améliorer ta posture, ton livrable, ou je sais pas quoi. Voilà, comment s'est passé... C'est la fête des pères aujourd'hui.
Ouais. Ça se fête en Russie ou pas? Pas vraiment. Non. Je t'avoue, j'ai jamais entendu parler. Enfin, on n'a jamais fêté la fête de père dans ma famille. J'ai pas entendu parler dans les autres familles de cette fête non plus. Par contre, on fête comment dire, on a le 8 mars, la fête des femmes. Ça, c'est vraiment, c'est célébré dans toute la Russie. Après, il y a c'est quoi les fêtes les plus importantes en Russie? C'est le 31 décembre, donc le Nouvel An. 31 décembre, 1er janvier, la nuit. Ça, c'est vraiment, t'as toujours toute la famille qui se réunit. Fête de la musique, vous avez? Fête de la musique, non. Je sais pas si c'est français ou si c'est international, la fête de la musique. Je sais pas, mais si jamais je reviens en Russie, je vais établir cette fête. Ah ouais? Ouais, non, mais... En plus, à un moment, j'avais des anciens camarades de classe et ils organisaient des soirées. Donc, je pense que ça va être facile, tu sais, je vais pouvoir trouver un certain nombre de gens. Je sais pas, on va faire des trucs. Mais ça peut rajouter de la joie aux Russes, je pense. Tu dirais que c'est pas assez naturel pour les Russes? D'être heureux? Ouais. Ah, c'est une très bonne question. Je trouve que naturellement, c'est des gens qui savent pas très bien exprimer leur joie. C'est peut-être lié à tu sais, cette notion de l'âme russe. Voilà, c'est l'âme triste. Côté romantique. L'âme, ouais, un peu romantique. L'âme qui a souffert. Voilà. C'est pourquoi, tu vois, par exemple, la deuxième fête la plus importante en Russie après le Nouvel An, c'est le 9 mai. Donc, tu sais, la victoire en Seconde Guerre mondiale. Donc, la fin de la souffrance. Bref. Non, mais... J'ai dû apprendre à être joyeux, je te dis. Et ça, c'est grâce à ma copine. Tu penses que t'as beaucoup changé depuis que t'es arrivé en France? C'était il y a 4 ans, c'est ça, que t'es arrivé en France? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Mais j'ai vécu avant aussi en France. J'étais là pendant mon Erasmus. Et aussi, j'étais hébergé par une famille d'accueil en Bourgogne quand j'avais 15 ans, 14 ans, pendant 8 mois. C'était trop cool. Voilà. Mais oui, ils m'ont. Je pense que. Bah, tu sais, c'est primordial. Hein. Enfin, c'est nécessaire. Pardon. C'est nécessaire c'est d'être. De voyager, d'apprendre les différentes cultures, d'absorber. Tu sais, enfin, absorber ces différentes coutumes, traditions. C'est ça ce qui nous forme. Hein. Sans ça. Enfin, là, je suis certain que tous ceux que je côtoyais dans ma ville natale, bah, j'imagine qu'ils sont restés un peu dans le même cadre. Alors que la vie, finalement, enfin, le monde est tellement différent. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, putain, l'humanité est terrible. Avec tous ces conflits, les gens qui tuent les gens. Voilà, je pense que ceux qui ont voyagé, ceux qui ont vécu à l'étranger, ceux qui ont parlé, côtoyé les gens de différentes cultures, nationalités, bah, ils n'ont pas ça, tu sais, dans leur esprit, voilà, avoir des conflits. Enfin, moi, par exemple, je suis là. T'es forcément plus tolérant, oui. Ouais, t'es plus tolérant, plus ouvert, plus facile à, tu sais, avoir une discussion aussi. C'est pour ça aussi que l'extrême droite, par exemple, est
est plus présente dans les milieux les plus reculés. Ouais. Après, c'est dommage, tu sais, parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens pour partir à l'étranger. Ouais. Ah oui, c'est pas juste. Ouais. Bref. Après, c'est un des côtés positifs d'Internet et peut-être de la mondialisation, c'est qu'on voit plus les gens différents de nous. Si on veut être un peu moins ignorant et un peu plus tolérant, on peut l'être. Tu vois, rien qu'en... Mais après, on a toujours pu le faire en lisant, etc. Mais c'était quand même moins accessible. Non, je sais pas. Qu'est-ce qui était moins accessible ? Avec simplement la lecture. Ouais. Ah. Tu vois, d'avoir accès à d'autres cultures, par exemple. Ah, il faut vraiment savoir imaginer. Oui, non, mais même, il y a beaucoup moins de gens qui lisent que de gens qui écoutent et qui regardent. C'est vrai. Contenu. Toi, t'es plutôt... comment dire, parce que, enfin, voilà, t'es plutôt dans l'écoute, dans le regard ou dans le... Tu veux dire dans la consommation de contenu ou en général ? Ouais, en général et... un peu les deux. Okay. J'ai déjà essayé, tu vois, les audiobooks. Ouais. J'en ai écouté plusieurs. Ok. J'avais pris l'abonnement Audible à un moment. Ok. Parce qu'il y avait des réductions, machin, j'avais testé. Et j'ai jamais aimé. Et je pense que ça me ramène à l'école quand quelqu'un me lit un truc, quand quelqu'un me fait un monologue, je suis plus là. Au bout de 2 minutes, je suis plus là. J'arrive pas. Par contre, j'écoute plein de podcasts, mais parce que c'est vivant. Ouais. C'est des gens qui parlent vraiment, qui réfléchissent à voix haute. Et quelqu'un qui me lit un truc, même si c'est quelqu'un que j'aime, même si c'est un auteur que j'adore, lu par l'auteur, ou lu par un super narrateur, ou tu vois, ou quoi, ça me prend pas. J'arrive pas à rester concentré dessus. Ouais. Donc les livres, je les lis uniquement en vrai, sur papier ou sur Kindle. Mais sinon, j'écoute des podcasts et je regarde... En fait, c'est simple, il y a que 3 choses. Il y a livres, vidéo YouTube et podcast. Et un peu de jeux vidéo de temps en temps. Et c'est toute ma consommation de contenu. Film, série... Enfin, série, j'ai complètement arrêté. Film, c'est hyper rare que j'en regarde. Pourquoi ? Je sais pas, c'est juste ça me vient pas. C'est pas mon média préféré. Je suis pas un grand cinéphile. Mais après, j'aimerais bien en regarder plus. Mais un film, c'est comme les expos ou les musées. Il faut me forcer. Il faut me faire regarder un truc. Jamais ça va venir de moi. Mais je sais pas pourquoi. Aussi parce qu'il faut, je sais pas. En fait, c'est... Par exemple, si tu décides de lire ou de te mettre à un jeu vidéo, si tu décides d'arrêter 10 minutes après, c'est pas grave. Mais un film, je vais avoir plus de mal. Je me dis qu'en fait, si je me lance dans le film, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc il faut que je me dise, je bloque 2 heures. Même si c'est con, parce que finalement, si je me mets à lire ou à jouer, peut-être ça va prendre 2 heures. Mais je pense peut-être que j'ai toujours envie d'avoir l'option, ou peut-être j'ai du mal aussi à pas culpabiliser. Liberté de finir quand tu veux. Mais ça, c'est un défaut, je pense aussi. Et par contre, si je vais au cinéma, j'ai pas de mal. En fait, je préfère largement aller voir un film au cinéma. Ça, j'aime beaucoup. Voir un film sur l'ordi, je pense aussi, j'ai moins envie, quoi. Ok. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a toujours une part de culpabilisation pendant longtemps de faire un truc non productif. Enfin, en tout cas, ou si je fais un truc... je me dis que j'ai envie d'apprendre. Et puis, je pense que je considère que le cinéma, c'est pas la forme d'art... Je sais pas, je pense qu'il y a... Le cinéma, ça a une place très importante dans notre culture. Et peut-être trop importante à mes yeux. Je trouve qu'on érige les acteurs au rang un peu de demi-dieu. Et c'est un peu too much. Il y a des très grands acteurs que j'admire beaucoup. Surtout en France, on a le cinéma français Enfin, c'est une industrie très développée dont on doit être fier, je pense. Mais tu vois, il y a les livres, il y a les jeux vidéo, il y a la peinture, il y a la musique, la BD. Et ouais. Je pense aussi que le cinéma, il y a un côté qui m'attire moins que les livres, par exemple, parce que c'est tout
c'est beaucoup moins sujet à l'interprétation. D'accord. Parce que tout est là, tu vois. Et forcément, ça vieillit un peu plus mal, je trouve. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le cinéma est par nature explicite, alors qu'un livre te laissera... Déjà, tu vas imaginer ce que tu as envie d'imaginer, donc forcément, ça a plus de chances de s'adapter à toi. Un film, il faut vraiment qu'il soit hyper bien fait, hyper bien réalisé, un peu suggestif, tu vois, pour bien vieillir, pour parler à un grand nombre sans être non plus un truc hyper commercial. Je sais pas. Après, peut-être que je dis tout ça juste parce que je connais pas assez bien. Moi, j'adore le cinéma. Et je suis d'accord avec toi que le cinéma, les films vieillissent peut-être plus mal que les livres. Mais néanmoins, je pense que tu sais, à l'instant T, quand les films sortent, ça a plus d'influence, d'impact que les livres, je trouve. Tu veux dire sur toi ou tu veux dire Juste en général, je pense que ça couvre plus de gens. Enfin, Ah oui, bah c'est plus populaire, oui. Ouais, c'est plus populaire, ça couvre plus de gens. Le message. Les gens lisent moins à cause d'Internet. Ouais. Après, il y a les audiobooks. Je pense que les audiobooks, c'est bien que ça existe. Oui, non, franchement, toi, j'écoute plein de livres audio. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai fini Guy de Maupassant. T'as fini Belle Amie. Ouais, j'ai fini. Et alors, feedback? Monsieur Georges Duroy, sacré personnage quand même. Voilà. Je crois que je l'ai lu il y a hyper longtemps. Il profite des autres pour sa montée. Franchement, c'est très... Comment dire voilà, j'aime pas. J'ai pas aimé ce personnage. Juste comment... Mais le livre lui-même, écoute, pas mon préféré, on peut dire. Je t'avoue, à la fin, j'étais un peu fatigué de voir toutes ces intrigues, les femmes de Georges. J'avais adoré à l'époque. D'accord. Belle Amie. Mais je peux comprendre. Parce que ça, ce que tu décris, c'est un peu ce qui a pu me saouler chez Balzac, par exemple. D'accord. Il faudrait que je relise. Hein. Mais peut-être que maintenant j'aimerais. Ok. Mais ça, c'est vraiment juste parce que, tu sais, encore une fois, enfin voilà, on n'a pas encore fini sur le cinéma, mais on continue sur les livres. Ce qui est bien, c'est que, voilà, comme voilà, il atteint ses objectifs, mais d'une façon un peu toxique. Moi, ça, comme je suis assez puriste, dans mon approche envers achievement. Donc si tu veux atteindre quelque chose, tu l'attends, mais tu l'attends d'une façon honnête, en mettant en effort, je sais pas, en déplaçant des montagnes d'un endroit à l'autre. Enfin, tu vois, l'effort. Et t'arrives pas à voir le livre comme Belle Amie, par exemple, comme un exemple justement d'un gars toxique. Ouais, c'est un gars très très toxique qui atteint ses objectifs, qui se crée une énorme mais comme fortune. dans plein de films ou dans plein d'œuvres ouais, peut-être. Il y a des gens. Ouais, peut-être, mais juste moi ça m'a, comment dire, j'avais envie de me détacher de ça. Je me disais putain, mais si vraiment dans le monde il y a des gens comme ça qui profitent des autres pour leur profit. Il y a sûrement déjà des livres ou des films qui t'ont plu et qui dépeignaient des personnages justement qui te déplaisaient beaucoup aussi. Bien sûr, je pense. Donc ça peut pas être que ça qui fait que t'as pas trop aimé. Non, si c'est... Qu'est-ce qui... Non, je sais pas. À ton avis? Non, c'est vraiment... C'est vraiment le personnage qui m'a pas plu et... D'accord.
Juste, j'ai trouvé ça un peu... même banal, parce que tu sais, en tout cas, à chaque fois, on retourne... Ok, c'est ça. T'es dans la même boucle. Donc tu vois, il trouve une femme, il est intéressé. Donc t'avais compris le schéma et c'était... J'ai compris le schéma direct, tu vois. Okay. Il trouve une femme, il y a quelque chose derrière, enfin, en profit derrière, grâce à cette femme. Il reçoit le profit, la femme, elle passe, il passe à une autre femme. Et c'est à chaque fois le même schéma, qui lui permet, voilà, d'arriver à un certain niveau dans la société. Et bravo à lui. Mais c'est pas, voilà, c'est pas notre chemin. Et est-ce que tu as lu d'autres romans français qui t'ont plu ou pas trop encore? Bah sinon, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Conte de Monte Cristo. Ah, t'as lu en entier? C'est hyper long, ça. Pas en entier, avec des temps de pause. Mais non, j'ai adoré. C'est... Waouh. Là, franchement, histoire incroyable. Très très beau, bien raconté et lourd, parfois. Mais là, par exemple, t'as un combat. T'as l'homme qui n'a pas hésité, qui a mis plein d'efforts. Donc t'as besoin que le héros t'inspire un Bah, peu. c'est un héros, tu vois, ouais. Non, c'est un héros. Bah là, non, franchement, lui, c'est un anti-héros. Georgie. Et t'as pas lu les grands auteurs russes? Les grands auteurs russes, j'ai lu aussi. T'as lu? J'ai lu... T'as lu quoi? Qu'est-ce que j'ai lu? Dostoïevski, t'as lu ou pas? Dostoïevski, j'ai lu, mais rapidement. J'ai lu Le Monde et la Paix. Non, attends, comment vous le traduisez en français? Vaina et Mir, c'est la guerre et la paix. Non, Guerre et paix, c'est Tolstoï. Voilà, Tolstoï. C'est pas Dostoïevski. Non, je bascule sur Ah, ok, Tolstoï t'es passé déjà. ok. Donc Dostoïevski, pas trop. T'as lu Guerre et paix. Je suis pas, malheureusement, ouais, je suis pas un très très grand. J'étais pas un très très grand lecteur, mais là je veux changer ça. Je lis plutôt des trucs pratico-pratiques. Mais oui, la guerre et la paix, l'histoire de la Russie. Parce que c'est quand même une chance de pouvoir lire ces auteurs-là dans la langue originale. Sans doute. Bah, pour plus tard, peut-être. C'est dans la... Comment dire? C'est dans la liste des choses à faire. Ok. Et dans les livres de non-fiction pratico-pratique, comme tu dis, pratico-pratique. C'est quoi Est-ce qu'il y a un livre qui se détache ou deux un livre qui se détache qui t'ont un peu changé ta vision des choses? J'ai lu un livre sur le développement personnel qui s'appelle, je pense que c'est un livre français même, Trembler mais oser. Et là, franchement, j'ai trop kiffé. J'ai surkiffé. Tu te rappelles de l'auteur ou pas? Non, je me rappelle pas. Mais je l'ai ici. Il faut que je retrouve. Mais en gros, voilà, c'est... on tremble au début, mais avec le temps, on devient plus mature, on n'a plus peur. Il faut juste oser, tu sais, essayer de dépasser ces moments de peur. Et tout va bien se passer. Toujours. Bon, alors monsieur s'est fait un thé pour qu'on puisse conclure ce podcast dignement. Donc là, on est un peu dans une phase d'expérimentation, comme je souhaite raviver et reprendre ce podcast, comme vous le voyez. Je crois que ça fait quand même quasiment un an que j'ai pas mis d'épisode. Pourquoi? Ah, pourquoi? Bah, principalement parce que j'ai déménagé, parce que j'avais plus cet espace, cette pièce chez mes parents où je faisais le podcast. Ça fait quand même pas un an que t'as déménagé. Non, ça fait moins, mais quand même... Si, parce que j'avais déménagé avant. Tu vois, enfin, bref. Okay. Et la pièce était plus accessible quand même. Bon, en tout cas, c'était principalement pour ça. Et j'avais envie de faire les choses bien, enfin, tu vois, que ce soit pas trop compliqué. Je voulais trouver une bonne façon de le refaire, et puis peut-être aussi de la procrastination, et pas la priorité.
Mais là, j'ai envie de pas lâcher ça. Très bien. Et donc, on essaie de trouver un peu le setup qui serait bien dans cet appart. On va essayer peut-être la prochaine fois sur le canapé, un truc un peu détente. J'ai une amie, Juliette, qui est venue une fois sur le podcast, Juliette Beignet, qui est, je sais pas si tu la connais. Non, je crois que tu la connais pas. Est-ce que c'est la personne avec les chaussures jaunes? Avec les chaussures jaunes. Ouais. Qui est scénographe. Ça veut dire qu'elle aménage les espaces. En gros, scénographe, que ce soit pour des pièces de théâtre ou des expos, c'est les personnes qui vont aménager l'espace, tu vois, le rendre vivant. C'est un peu la mise en scène, mais des espaces. Je sais pas si j'ai bien défini, mais dans les expos, c'est les gens qui vont décider quelles matières vont être utilisées, là où les œuvres vont être exposées, à quelle distance du mur, etc. Comment faire se rencontrer les œuvres avec l'espace, etc. Et pareil pour les pièces de théâtre et tout. Et donc, je dis ça parce que Juliette, souvent dans les soirées, elle accorde de l'importance à comment est disposée la pièce, parce que pour elle, c'est presque un personnage, en fait, l'espace dans lequel tu te trouves. Et donc, par exemple, chez elle, on a déjà fait des soirées où... Enfin, elle aime bien faciliter le fait que les gens s'assoient au sol. Parce que ça change, en fait... ça change pas mal. Bon, du coup, là, je redis un peu des trucs qu'on a dit dans le podcast avec elle, mais en tout cas, c'est important. L'espace est vraiment important. L'espace... Pour conditionner ton comportement et pour conditionner aussi les conversations qu'on a. Donc, depuis le début, de ce podcast, je m'acharne un peu à avoir la table et d'être face à face, parce que je pense que ça privilégie la concentration. Et même si on peut avoir des conversations qui ne sont pas sérieuses, en tout cas, on s'y tient et on les prend au sérieux, même si elles ne le sont pas. Le podcast Canapé, j'aime bien, mais là, quand j'y pense, les podcasts que j'écoute, c'est que des podcasts vraiment sur une table. Ça peut paraître bête, tu vois, mais c'est très rare que j'écoute des podcasts qui sont sur canapé, qui sont vraiment détente. Ça peut être agréable, mais c'est vraiment une autre ambiance. Après, il faut tester quand même. Bah ouais, non, c'est juste, ça va être notre approche. Ouais, mais je me dis, par exemple, est-ce que tu vas vraiment rentrer dans un sujet à fond si t'es comme ça, posé dans le canapé, t'as pas envie de te prendre la tête, t'as pas envie de réfléchir. Par exemple, tu vas pas travailler, tu vas pas faire du travail profond assis sur ton canapé. Quand tu fais vraiment du vrai travail, que tu te concentres vraiment, tu t'assois sur une chaise devant un bureau, il n'y a pas d'autre façon. Non ? Je suis pas vraiment d'accord, parce que moi j'ai un exemple de mon enfance, c'est que ma grand-mère, elle me disait toujours ah mais voilà, assieds-toi devant la table, tu sais, il fallait prendre une bonne posture pour manger. Ok. Et après, tu sais, avec le temps, avec les voyages, j'ai appris que, par exemple, dans certains pays arabes, les gens, ils mangent assis, avec les mains. Ouais. Pour moi, pour ma grand-mère, ça aurait été insupportable et pas imaginable de manger comme ça. Parce que si tu manges comme ça, je sais pas, par exemple, ton ventre, ton estomac, il va pas digérer ce que tu as mangé. Enfin, par exemple, elle peut dire ça. Et elle nous disait. Mais en fait, non. Je pense que c'est juste la question des habitudes. Et là, on peut juste changer d'habitude, on peut changer le cadre. Ouais, mais... Après, par rapport à ce que Juliette, elle fait, ça, je suis d'accord que aménager bien l'espace, non seulement l'espace, mais aussi, tu sais, adapter ta posture, ça a un impact sur la conversation que tu vas avoir. Ça, c'est sûr. Mais par rapport à la concentration, t'es pas d'accord ? Par exemple, quand tu veux faire ton travail le plus efficace, tu pourrais te mettre là dans le canapé ? Non. Tu vois ce que je veux dire ? Mais comment dire, ça dépend. Parce que moi aussi, ça peut m'arriver de travailler sur mon ordi sur le canapé, mais je vois que c'est plutôt des... J'ai pas envie de... Je vais pas être là à fond. Ça dépend. J'ai moins de volonté.
Alors, par exemple, Excel, je vais jamais travailler sur Excel et être assis dans le canapé. Tu peux faire 2-3 mails. En truc créatif, pourquoi pas? Ouais. Non, et peut-être qu'on pourrait... Oui, mais non, mais peut-être que ça générait d'autres trucs intéressants. Pourquoi pas alterner aussi? Bref. Non, mais il faut que Juliette vienne avant notre prochain podcast. Tu sais que j'adorerais avoir un studio de podcast et que Juliette et l'aménager avec Juliette. Ouf. Ouais, demander conseil à des gens qui... Non, mais allez, dans ce cas-là, il faut que cet épisode cartonne, qu'on ait 10 000 vues, voilà. Et tu vas te dire, il y a une autre opportunité. C'est jamais. Est-ce que t'as un petit truc à rajouter, un petit truc comme ça là Bah écoute, pour conclure, moi j'ai beaucoup aimé cette expérience. Et franchement, quand t'as dit que voilà, ça fait 1 heure qu'on parle, j'étais en mode what? Enfin, je t'avoue, à la fin, j'étais un peu fatigué, mais parce que voilà, on a fermé toutes les fenêtres parce que on a un petit concert juste en bas pour assurer que le son, qu'on ait le bon son, sans bruit d'extérieur. Mais il fait un peu chaud. Il fait chaud. Et on n'est pas très bien assis. On n'est pas très très bien assis. Mais oui, quand tu m'as dit ouais, ça fait 1 heure qu'on parle, je dis ah bon, putain, d'accord. Je pense qu'on a pu parler de pas mal de choses intéressantes. Peut-être on n'a pas réussi à trouver des réponses sur chaque question et on n'a pas répondu à chaque question, mais c'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est les questions, non? Ouais, c'est pas les réponses. C'est le dialogue, c'est la discussion qui compte. Non, je te donne un feedback, j'ai beaucoup aimé. J'en suis très content. C'est l'objectif principal pour moi. Très bien. La réussite de ce podcast, c'est secondaire. Je suis content si des gens l'écoutent. En général, il y a toujours des gens qui l'écoutent, que ce soit qu'ils soient nombreux ou pas. Mais déjà, si on a passé un bon moment, en fait, même si on diffusait pas de ce podcast, ce serait positif. Donc, c'est déjà gagné. Et après, si vous qui nous écoutez souhaitez commenter, faire des petits feedbacks, c'est toujours, ce sera lu et apprécié et pris en compte. Et voilà, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Yes. Ciao et merci monsieur. Merci Ruslan. À une prochaine. À la prochaine. Bisous tout le monde.